Voilà, et j'ai oublié de lancer le record, donc je le lance aussi en même temps. Voilà, donc la vidéo hein, qu'on retrouvera sur notre chaîne YouTube, sur Programmer et sur d'autres plateformes. Voilà. Alors, l'agenda de ce Meetup 12. Donc moi, je fais une courte présentation, donc vous allez encore me subir quelques minutes. Ensuite, eh oui, oui, je sais, c'est dur la vie, hein. Ensuite, je laisserai la parole à Émeric. Donc, tu peux faire un petit coucou, hein. Coucou. Voilà, Coucou. donc Ouais, effectivement, il est par là, donc effectivement à ma gauche, à ma droite. ouais, Voilà, donc Émeric, expert cloud, expert Azure, membre hyper actif de l'Azug, donc club utilisateur de Microsoft Azure en France. Voilà, et donc il va nous parler un petit peu de tout ça durant une heure et quart. Et ensuite, on fera un petit showdown et on vous libérera pour votre soirée. ouais, Voilà. Donc, ouais, en bah, quelques mots programmés, je ne vous présente plus le magazine, donc écrit par et pour les développeurs que vous êtes toutes et tous. Donc, on existe depuis 98, c'est tous les mois, numéros normaux, numéros hors série, version papier, PDF, disponible en kiosque sur abonnement et à l'unité sur www.programmer.com. Donc, si vous voulez publier vos commentaires, vos articles techniques ou partager vos tutos, vous nous écrivez ftonic@programmer.com. Ce sera avec un grand plaisir que je les publierai et les lirai préalablement, évidemment. Nos derniers numéros, donc le numéro 243 qui est sorti il y a quelques jours, on y parle Smalltalk, un langage d'avenir s'il en est, même s'il a maintenant plus de 50 ans, mais c'est un super bon langage. On va parler des PWA, donc les Progressive Web Applications. Si vous ne connaissez pas, il faut s'y mettre parce que c'est quand même l'avenir des sites web et des applications web. Effectivement, accessoirement, on va parler de TypeScript 4. Alors, TypeScript 4, si vous ne connaissez pas, c'est quand même la pierre angulaire du framework Angular. Et oui, Angular, c'est pas du JS, c'est du TypeScript. Donc, on va aussi parler de la librairie standard de Python. On va parler de low-code, no-code, en vous disant bien que le développeur n'est pas mort et que le low-code, no-code, hein, c'est une vraie tendance, certes, mais il ne va pas tuer le métier du développeur. Et le code, c'est la vie, hein, c'est comme le gras, mais en version geek. Ensuite, notre hors-série numéro 2 sur .NET 5 qui est annoncé ce soir à la .NET Con en direct des US. Donc la version 5 de .NET sort ce soir. Donc grand numéro spécial autour de .NET, Azure et de toutes les nouveautés autour de Windows, Windows 10, .NET, les projets UINUI et d'autres projets en cours qui sortiront fin de l'année et 2021. Mais ça, on en parlera. On en parle dans le hors-série et la semaine prochaine. Alors, si vous adorez aussi les vieilles machines, tout le rétro computing, magazine Technosaur, le numéro 4 qui est sorti en septembre dernier, 100% Apple Lisa, donc 84 pages sur une des plus belles machines jamais sorties dans le monde de l'informatique, c'est l'Apple Lisa, qui date de 83, donc 84 pages que sur l'Apple Lisa, et croyez-moi, ça vaut le détour. Vous le commandez directement sur www.programmer.com et le volume 2 de notre histoire de l'informatique qui sortira dans quelques semaines. On est en train de le terminer. Voilà, donc la semaine prochaine, notez sur vos tablettes si vous êtes développeuse ou développeur .NET, Windows, Azure, notre grande conférence DEFCON numéro 9, comme son nom l'indique, c'est la développeur conférence du magazine Programmé. 3 focus, .NET 5, évidemment, Azure, évidemment, Windows 10 et avec un soupçon d'open source, parce que l'open source est très important. 10 sessions, 6 heures de conférence non-stop, de 13h30 à 19h30. Donc n'hésitez pas à venir, on va parler code, on va parler technique et on va bien se marrer. Voilà, donc inscription www.programmer.com. Donc n'oubliez pas de vous inscrire. Ouverture de la DEFCON à 13h30. Voilà.
Prochain meet-up 22 décembre pour les mordus du C++ moderne, C++20 avec un barbu du C++, Christophe Pichot, donc qui va nous parler de C++ en long, en large, en travers durant 1 heure et demie. Donc là, on est quand même dans du meet-up niveau 300, limite 400 quand il est en forme. Donc vraiment un très très bon sujet. Et le Venex Meetup programmé le 19 janvier 2021. Et oui déjà, être développeur en 2021. Et croyez-moi, ce n'est pas une sinécure. Et sur ce, Aymeric, je te laisse la parole donc, pour cette conférence autour du serverless. Alors, je présume que tu vas quand même nous présenter, nous introduire un petit peu ce qu'est le serverless, parce qu'on entend beaucoup parler, mais parfois on a du mal effectivement à comprendre ce que c'est. Et tu vas aussi nous parler de tout ça avec les Azure Functions. Alors, les Azure Functions, en fait, c'est un serverless côté Azure, donc côté Microsoft, mais vous avez aussi du serverless côté Google, côté Amazon, etc., etc. Mais aujourd'hui, c'est dans le monde Azure qu'on va parler serverless. Aymeric, je te laisse la parole. Alors, je vais Si vous tu arrives à partager partager l'écran, évidemment. mon écran, et puis on va partir. Hop. Alors, on va espérer que ça marche. Et vous allez me dire si c'est bon. Est-ce que vous voyez ma slide? Moi, ça me paraît pas mal. Ok. Et ben c'est parti. Alors, on va donc parler de serverless et d'event-driven avec Azure Functions et Dapper. Alors, bah, du coup, je me représente brièvement. Donc, je suis un expert en Azure. Je suis MVP Microsoft sur Azure depuis 10 ans. Donc, je connais très, très bien le sujet. Et donc, j'organise aussi avec l'Azure User Group des meet-up réguliers, enfin, des meet-up réguliers depuis quand on faisait des vrais meet-up. Voilà, si vous pouvez me suivre sur Twitter @emericw et me contacter par mail emeric@thecloud.fr si vous voulez garder le contact. Voilà, et enfin un petit mot sur cette photo qui a été prise au MIT avec le robot Spot Mini quand il était en bêta. Donc c'est une photo assez sympa, je trouve, pour mettre dans les slides. Donc le programme, je vais vous faire une petite intro au serverless ou à l'event-driven, tout ce dont on a besoin dans la programmation pour un développeur moderne cloud. Je vais vous parler des Azure Functions. Donc vous faire un petit tour d'horizon des Azure Functions, pourquoi c'est cool, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et qu'est-ce qu'il y a dans les nouveautés. Je vais vous parler d'une extension à Azure Functions qui s'appelle les durables fonctions. Après, je vais vous parler de Dapper, parce que Dapper, ça reste mystérieux pour plein de gens, dont François. Donc, je vais vous parler un peu de Dapper, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça apporte, et puis après, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec les deux, parce qu'il y a une extension Azure Functions qui est sortie qui permet de brancher Azure Functions et Dapper. Et enfin, je ferai une petite conclusion dans la fin de mes slides, sur est-ce qu'on peut faire des Azure Functions sans Azure? Grande question. Alors, pour l'intro, aujourd'hui, quand vous voulez faire du cloud, que vous êtes un développeur cloud, aujourd'hui, tout est dans le cloud, tout est dirigé par les événements, tout est event-driven. Donc, on a besoin de faire des choses qui sont dans une architecture event-driven. On veut développer des apps, en général des apps serveurs à base de microservices, parce que le microservice, c'est un peu le saint graal aujourd'hui des applications, on va dire, cloud. Ces microservices, en général, ils interagissent avec d'autres services ou avec d'autres microservices. Et comme on est dans le cloud, on veut faire des choses qui sont à la fois résilientes et qui sont scalables. Et tout ça, on n'a pas des tonnes de temps pour écrire notre code, donc on veut que ça soit facile à écrire, rapide à écrire et que ça ne coûte pas cher en plus.
Aujourd'hui, on écrit, voilà, l'époque où on n'écrivait que dans un seul langage de programmation, c'est fini, j'allais dire. Une époque où on faisait toutes les applis dans un seul langage et qu'on restait dans un seul univers, il est révolu. Aujourd'hui, quand on va faire du code, on va faire du C#, on va faire du Python, on va faire du JavaScript et on va le faire souvent. Soit c'est une équipe qui a plusieurs compétences, soit on utilise le bon langage pour le bon usage. Voilà, si je veux faire du machine learning, il est plus probable que je vais utiliser des libs Python. Et voilà, ça me revient à mon point suivant, c'est que en général, quand vous faites des applis, vous avez besoin d'utiliser du code existant. Donc, dans le cas du machine learning, ça peut être voilà, vous voulez peut-être utiliser des projets open source qui sont en Python. Si vous êtes travailleur, développeur dans une banque, par exemple, où il y avait beaucoup de C# historiquement, il y a peut-être des vieilles libs, où il y a peut-être un vieux monolithe énorme que vous devez découper en microservices. Et du coup, vous avez en général pas mal de legacy code à réutiliser. Quand vous faites du cloud aujourd'hui, vous faites des microservices, les microservices, c'est fait pour être stateless. Et faire du stateless proprement, c'est pas forcément facile non plus. Mais tout ne répond pas au stateless, hein, au fait de faire des applications sans état. Parfois, vous avez besoin de faire du stateful. Et enfin, voilà, si vous êtes développeur, vous allez avoir envie d'utiliser des patterns. Et donc, dans ce cas-là, on a un certain nombre de patterns qui vont être utilisés dans ces cas-là, les functions, les workflows, le pattern acteur. Voilà. Tout ça, je vais vous parler un peu de l'outillage qu'on a là-dessus et de ce qu'on a pour nous aider. Et enfin, aujourd'hui, quand on fait du cloud, voilà, vous voulez pas vous voulez pas qu'il y ait de vendor lock-in, vous voulez pas qu'il y ait d'adhérence à la plateforme. Et c'est bien joli. Moi, je vous parle d'Azure parce que je suis MVP Azure et que Azure, je trouve ça cool. Mais aujourd'hui, on veut souvent que notre code, qu'on ne soit pas pieds et poings liés avec un acteur. Et donc, on veut que notre code il puisse tourner partout, qu'on ne soit pas lié forcément à Azure ou qu'on puisse le faire tourner ailleurs. Tu peux juste nous rappeler qu'est-ce que tu entends par stateless et stateful? Stateless, c'est une application, ça veut dire que on fait des microservices. Et les microservices, pour qu'on puisse en démarrer plusieurs instances de ces microservices, l'idéal, c'est qu'ils soient sans état. C'est-à-dire qu'ils ne subsistent pas d'état. Comme ça, comme ici n'ont pas d'état, on peut en instancier plusieurs à la fois en simultané facilement. Parce que sinon, on est obligé d'avoir, s'il y a un état qui est partagé avec, si on a un état dans notre application, on va être obligé de sauvegarder des variables. Et ces variables d'état, donc en général, soit elles sont en mémoire, et on va être obligé de faire, si on veut faire de l'état, on va être obligé de sauvegarder ces variables de façon distribuée. Donc, ça va être plus compliqué puisque on veut faire du cloud et on veut faire des microservices. Donc, voilà. Ça répond à la question? Ouais, ok. Je te laisse tranquille, vas-y. Voilà, c'était l'idée. Et du coup, quand on fait du cloud, on essaie d'être stateless, mais le problème, c'est que tous les paradigmes, enfin toutes les applications, tout ce qu'on veut faire ne répondent pas forcément à ce paradigme stateless. Donc, du coup, stateful. Donc, Azure Function. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont jamais fait d'Azure Function, je vais vous faire une petite intro. Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui Azure Function? On en est à la V3 d'Azure Function. Et Azure Function, c'est un framework un framework serverless pour Azure.
Et il a été développé complètement en open source. Donc, Azure Functions, à la base, les premières versions reposaient sur des briques d'Azure, qui étaient les Azure Web Jobs. Et sur le serverless en général, ce qu'on faisait, c'est que les premières applications qu'on faisait en serverless, on les faisait directement dans le navigateur. Et du coup, c'était pas forcément... c'était pratique pour faire des petites applis, mais c'était pas super portable. Aujourd'hui, donc la V3 qui repose sur .NET Core est écrit entièrement en open source. Et en fait, on a un host. Il y a un host qui exécute l'hôte Azure Function, et les fonctions qu'on écrit, elles sont exécutées par cet host. Et c'est cet host qui s'occupe de gérer à la fois l'état de notre service et la scalabilité du service. Alors, je disais tout à l'heure, on n'est pas limité à un seul langage, c'est-à-dire qu'il y a un host qui est écrit en .NET Core, mais aujourd'hui, on peut écrire des fonctions en C#, mais pas qu'en C#. On peut écrire des fonctions en F#. Oups. Bon, ça, je le remettrai plus tard. Donc, on peut écrire des fonctions en C#, mais pas que. C'est-à-dire qu'on peut faire du F#, on peut faire du Java, on peut faire du JavaScript, on peut faire du Python, on peut faire du PowerShell. Et comme je disais, Azure Functional Framework est open source. Et en fait, on peut même écrire sa propre extension de langage. C'est-à-dire qu'il y a moyen d'écrire des Azure Functions dans en fait n'importe quel langage. Puisque l'autre qui est écrit en .NET Core, lui, vous propose, offre des interfaces pour écrire des extensions. D'ailleurs, il y a des gens qui ont fait j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient fait des extensions pour Go, ou pour faire des Azure Functions en Go ou en Rust. Donc, il y a des gens qui se sont amusés à faire un peu tout. Alors, on a une question pour toi. Oui. Est-ce qu'on peut faire des fonctions en C++? Alors, je crois que c'est possible de faire des fonctions en C++. Je crois qu'il y a des gens qui l'ont fait. A priori, on peut écrire des fonctions n'importe quoi, parce qu'on a accès à tout. Donc, je crois que même qu'il y a des gens qui ont fait une extension à trouver sur GitHub. Ok. Et il y a Xavier qui se demande, mais qu'est-ce que tu entends par la notion de serverless exactement? Alors, qu'est-ce que oui, alors, c'est une bonne question, effectivement. Que c'est quand même le thème. Hein. C'est quand même le thème du serverless. C'est vrai que j'ai pas fait une petite slide sur l'intro au serverless, donc je vais vous le faire. Parce qu'effectivement, le serverless, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de serveur. Le serverless, ça veut juste dire qu'en fait, on s'occupe moins du serveur. Parce que historiquement, quand on faisait du cloud, quand on faisait des applis, il fallait s'occuper de l'infra qu'il y avait derrière. Et donc, l'idée du serverless derrière, c'est de s'occuper moins de l'infra. Et en fait, le cloud, la plateforme derrière, va manager directement à la fonction. Et donc, on ne va pas se préoccuper des serveurs qu'il y a derrière, parce que le principe du serverless, c'est que on met notre code et c'est la plateforme qui s'occupe d'allouer les serveurs qui vont bien et en fonction de la charge. Et c'est managé au plus bas, c'est-à-dire au niveau de la fonction. Donc, c'est ça qu'on attend par serverless. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de serveur, ça veut juste dire qu'on ne s'en préoccupe pas, ou qu'on s'en préoccupe moins que quand on fait des applis IaaS ou PaaS classiques. Voilà ce qu'on attend par serverless. Donc, moins de serveurs plutôt que pas de serveurs. Donc, voilà. Alors après, pour la suite, pour Azure Functions, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a du tooling. Maintenant, on a la V3. On commence à avoir un peu de tooling, donc on commence à avoir des outils un peu utiles pour faire des choses avec Azure Functions. Je vous ferai une petite démo après la slide d'après, si vous voulez, juste pour vous montrer un peu le tooling qu'il y a. Donc, si vous voulez faire des Azure Functions chez vous, vous pouvez démarrer directement avec le portail Azure, vous pouvez tenter, faire des choses. Si vous voulez juste bidouiller. Après, si vous voulez développer en local chez vous
d'Azure Functions, il faudra que vous installiez sur votre machine les Azure Functions Core Tools. Alors, les Azure Functions Core Tools, c'est en fait, c'est une appli qui contient un CLI un CLI, donc une ligne de commande, et en fait un autre Azure Functions. C'est-à-dire que ça va vous permettre d'exécuter vos fonctions en local. Et en même temps, comme il y a un CLI, ça va permettre de faire des choses assez pratiques pour à la fois créer des nouvelles fonctions, tester vos fonctions et les déployer. Et donc, il n'y a pas qu'un CLI. Moi, ce que j'utilise quand je fais des fonctions, c'est qu'il y a aussi une extension Azure, une extension Azure Functions pour VS Code, et qui permet de le faire, du coup, d'utiliser VS Code et de faire des choses assez pratiques. Et comme l'extension, comme utiliser Azure Functions, c'est multilangage, donc l'extension, elle marche facilement avec VS Code, qui lui aussi est multilangage, avec lequel on peut installer plein de plugins et faire aussi bien du C# que du Python. Voilà. Et encore, il y a un autre truc qui est bien pratique quand on fait des Azure Functions, quand on fait du code en général, ce que je trouve, c'est que les dernières choses qui sont sorties, qui s'appelle CodeSpace, alors qui est sorti dans ses premières bêtas sous Visual Studio CodeSpace. Et GitHub a fait la même chose aussi. Et donc, du coup, ils ont consolidé un peu les deux chez Microsoft, parce que GitHub est chez Microsoft maintenant. Et donc, on a GitHub Codespace qui est pratique de la même façon. C'est pas purement serverless, GitHub Codespace, mais c'est en fait un environnement déporté de votre code. C'est-à-dire que c'est un environnement de développement dans le cloud. Comme j'ai utilisé GitHub Codespace ou VS Codespace dans mes démos, je vais vous montrer un peu. Voilà pour le tooling. Alors, je vais vous montrer juste rapidement, du coup, le tooling. Le tooling. Donc, comment ça se présente les fonctions dans votre navigateur? Dans Azure, si vous voulez créer une fonction, c'est super facile. En gros, vous allez dans le portail, vous créez une fonction. Vous sélectionnez la pile d'exécution. Donc, comme je disais, on peut le faire en plein de langages. Donc, si je le fais en Node, je peux bricoler dans mon navigateur. Je choisis la version et je choisis l'endroit où je fais ma fonction. Donc ça, je le démarre de ce côté-là. Et puis, je vais vous montrer le tooling. Donc, comme je vous disais, j'utilise Visual Studio Codespace moi pour faire mes fonctions. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que je me connecte à mon Visual Studio Code et mon Visual Studio Code, en fait, se connecte à un container dans Azure. Et du coup, je fais du code distant. Il y a des moyens de le faire à la fois dans Visual Studio Code ou dans le navigateur. Et donc, le temps que ça démarre, je vous donne l'expérience. Donc, là, j'ai une appli qui contient essentiellement du Python. Comment ça se passe dans le terminal? Donc, je disais, vous avez un CLI et vous appelez les commandes en faisant. Le CLI s'appelle func, tout bêtement. Et évidemment, comme je n'ai pas donné de paramètres, on va galérer.
Ok, bon, ça démarre. Comment ça qui finit de démarrer. Donc, le serverless, comment ça se passe? Dans le portail, c'est super facile. J'ai plein de templates pour démarrer ma fonction. Je fais ma fonction et je peux directement coder dans le portail ma fonction. Voilà ce que c'est l'expérience de base quand on fait du code et qu'on peut écrire dans le portail. Bon. Ce que je disais, ça c'est cool pour tester, mais quand on veut faire aller un peu plus loin, c'est quand même pratique d'avoir un outil. Donc là, voilà ce que je disais tout à l'heure. Du coup, il y a un CLI, et le CLI d'Azure Function Core Tools, il me permet de faire plein de trucs, de créer des nouvelles fonctions, de démarrer l'host, et puis de tester les choses. Donc, pour démarrer l'host avec mon appli dedans, je vais faire un func start. Pour créer une nouvelle fonction avec un template, la même chose que ce que je vous ai montré sur le portail Azure, là je peux le faire en ligne de commande, je fais func new, il va me créer un nouveau template en me proposant les options dans le langage que je veux. Et si je veux créer une nouvelle appli, une nouvelle appli fonction, j'ai fait func init, il va me créer un folder, il va me créer un dossier avec tout ce qu'il faut dedans et toutes les options qui vont bien. Voilà. Et puis il y a aussi des lignes de commande pour déployer et pour récupérer les logs, que ce soit en local, où je peux carrément aussi me connecter depuis le CLI à Azure et avoir le log en streaming directement de ton navigateur. Voilà. Alors, on va revenir sur les slides. S'il n'y a pas de questions tout de suite, je vais continuer. Les slides. Alors, j'aurais éventuellement une petite question. Oui. En fait, quels sont les usages que tu vois, toi, effectivement, en Functions, tels que tu les as présentés, lorsqu'on est dev, voilà, est-ce que tu as des usages plus présents que d'autres, ou c'est vraiment extrêmement large? Alors, pour moi, c'est extrêmement large parce qu'en gros, ce que dans ce que je vois quand tu veux faire une appli à base de microservices ou une appli web moderne, en gros, tu peux tout faire en fonction. Parce que en fait, ça te permet vraiment de simplifier. Soit si tu fais une appli web, par exemple, de te faire ton back-end entièrement en serverless. L'avantage de ça, c'est que tu n'as plus un serveur qui tourne en fait. Tu vas plus payer un serveur si tu as ton appli web. Tu n'as plus besoin de payer un hébergement d'application. Juste, tu peux avoir des pages statiques en JavaScript et tu peux les mettre sur n'importe quel hébergeur. Même il y a des hébergeurs gratuits pour faire des applis, pour faire du code statique. Donc, pour les applis web, c'est assez large. Et puis, même pour les applis en général, quoi. Les applis de gestion, tu veux faire une appli de gestion, tu peux tout faire en microservice aussi. Mais en fait, est-ce que ça simplifie ton travail de codeur, de développeur, ou ça t'oblige à avoir une autre manière de penser? Non, ça tombe bien parce que tu me fais justement la transition sur ma slide. Parfait. Parce qu'effectivement, alors, tu as effectivement une façon, on va dire que tu as un paradigme à prendre un peu, mais l'avantage d'utiliser les Azure Functions, c'est que ça te simplifie la plomberie, en fait.
C'est-à-dire que si tu voulais faire une appli Azure avant qu'il y ait des Azure Functions, tu voulais faire une appli qui tirait parti d'une archi Azure et tu voulais utiliser les blobs Azure, une queue Azure et tu voulais faire une belle archi propre cloud. Il fallait que tu utilises plein de libs. C'est-à-dire que si tu voulais juste écrire une image dans Azure, par exemple, le cas tout bête, hein, tu voulais écrire une image et tu voulais que quand tu écris cette image, ça déclenche, que tu aies un resize de cette image, ça te fait, en général, tu avais pas mal de code à écrire juste pour ça, quoi. D'accord. Donc le cas tout bête de tu télécharges une image, tu as un traitement à faire dessus. Ça, c'était, tu avais plein de trucs à écrire, tu avais plein de libs, plein de code à sortir pour ça. Avec les Azure Functions, en fait, ça va te simplifier la plomberie dans le sens où il y a un système qu'on appelle les bindings dans le serverless. Et en fait, les bindings, c'est tu vas configurer des déclencheurs, des entrées et des sorties, et tu vas écrire un bout de code un bout de code en JSON pour configurer ça. Et en fait, comme par magie, j'allais dire, comme par magie, ça fait un peu con, mais comme par magie, par exemple, si tu mets un blob en input binding de ta fonction, tu vas directement retrouver le contenu de ton blob, donc si c'est un fichier texte, dans ton code, dans ta fonction, sans que tu aies eu besoin d'écrire tout le code de connexion avec le retry, avec tout ce qu'il faut faire pour avoir ton image ou ton texte dans ton code. Ok. Je te laisse faire le déroulé. Vas-y. Du coup, ouais, c'est ça. Ça me fait une bonne transition parce que c'est exactement ce sur quoi je voulais dire. On parlait d'event driven. Donc, l'avantage, donc les fonctions, elles sont déclenchées par des événements. C'est-à-dire que chaque fonction est déclenchée à un trigger, un déclencheur, et ce déclencheur, il peut être de plusieurs types. C'est-à-dire que ça peut être un trigger HTTP. Donc, si tu fais une API, ce sera un trigger HTTP, et tu réagis à un post, à un get, à un put, et c'est comme ça que tu fais ton API. Dans les triggers, tu peux faire un timer. C'est-à-dire que là, ça va être comme un cron job Linux, mais dans le cloud. Et puis, tu peux te brancher sur des événements qui sont propres à Azure. Par exemple, s'il y a un nouveau blob qui a été créé de façon externe, donc une nouvelle image qui a été uploadée, par exemple, dans ton site, tu peux avoir une fonction qui va se déclencher automatiquement sur la création de ton image. Et de la même façon, ce qui te simplifie un peu la plomberie, c'est que tu veux écrire une image dans Azure, écrire une image dans les blobs, tu utilises l'output binding et juste tu as à écrire ton stream et à le faire le return de ton fichier texte, par exemple. Et automatiquement, comme tu as configuré ton binding, automatiquement le texte va se retrouver sauvegardé dans un blob, dans Azure, dans le bon endroit que tu voulais, de façon sécurisée, sans que tu aies à te prendre la tête. Et c'est pareil pour l'écriture en base de données avec Cosmos DB ou d'autres. Ou si tu veux faire une appli à base de queue, que first in, first out, tu peux aussi le faire facilement, du coup, avec Azure comme ça. Voilà, un autre truc, ça va te simplifier, c'est que du coup, tu as toute une politique de retry qui est fait automatiquement par le framework. Et donc, si tu as une exception dans ta fonction, un bug que tu aurais laissé, par exemple, sans le faire exprès, ou une conséquence inattendue
de ton code, et ben, il y a un retry auto qui est défini par défaut à 5 fois, c'est-à-dire que la fonction serait exécutée 5 fois. Et tu peux régler cette politique de retry auto. Et tu as aussi un certain nombre de logs et de métriques qui sont automatiquement sauvegardés sans que tu aies rien à faire, que tu peux évidemment instrumenter toi avec le framework. Donc voilà, ça c'est le côté cool des Azure Functions, du serverless en général. Alors, 2-3 trucs à voir, c'est que je disais tout à l'heure, c'est du C#, que tu peux faire. Mais en fait, de base, en fait, comme c'est le but du jeu des fonctions, c'est que ce soit portable et que ça marche aussi bien avec du C#, du JavaScript, du Python et autres. Et ben, en fait, c'est que le projet fonction, il est dans un container Docker et il peut être exécuté à la fois sous Linux ou sous Windows. J'y reviendrai après, mais du coup, c'est assez pratique. Donc, mode classique des fonctions, il est ce qu'on appelle serverless. Et en fait, dans le mode serverless, c'est tu payes dans Azure à la fonction. Tu payes à l'exécution de la fonction. Donc ça, c'est pratique parce que tu n'as pas de serveur à payer, en fait. Tu payes qu'à l'exécution de la fonction. Et en plus, dans le mode serverless de base, tu as un nombre d'exécutions de fonctions gratuites assez important. Je crois que c'est 400 000, quelque chose comme ça. Donc, de base, on peut faire des applis vraiment pas chères. Et les fonctions, en fait, de base, elles sont stateless. Et elles ont une durée de vie courte. Elles sont faites pour que ce soit des petits bouts de code et qu'elles soient exécutées en 10 minutes de base. Voilà. Et enfin, un autre truc qui est important à savoir, c'est que de base, dans le mode serverless, on a 1,5 giga de RAM. Donc, une fonction ne peut pas prendre plus de 1,5 giga de RAM. Ça, c'est important quand on veut faire des choses un peu plus puissantes, du genre exécuter un modèle de machine learning. Voilà, je vous fais une petite démo du coup avec les fonctions. Alors, une appli que j'ai faite, je vais quand même laisser la slide. Une appli que j'ai faite de démo que j'avais déjà montré dans un meet-up programmé, je ne sais pas si tu te souviens, qui était une application de machine learning pour générer des images et faire du traitement d'images à base d'un modèle de machine learning qui a appris à peindre qui a appris des tableaux de Van Gogh et du coup qui transforme n'importe quelle image en tableau de Van Gogh. Donc ça, c'est une appli qui est full serverless, qui a été faite full serverless et à la fois la transformation et le site web. En fait, c'est un bot qui poste tout seul sur Instagram et sur Twitter et qui va chercher tout seul des photos. Et en fait, du coup, c'est une vraie démo de tout ce qu'on peut faire en serverless, puisque c'est un bot qui fait tout seul. Donc, je vais vous montrer rapidement l'appli et qu'est-ce qu'on peut faire. Surtout, ça fait derrière. C'est quoi l'archi qu'on utilise et que... Donc, je disais tout à l'heure, il y a un compte Instagram où il va poster tout seul, où le bot va poster tout seul des photos qu'il va chercher et qu'il va transformer, qu'il va chercher sur Internet. Donc là, tout ça, c'est forcé, tout est en mode serverless, tout a été fait de façon serverless. Et donc, j'ai un site, s'il veut bien répondre. Voilà. Et sur ce site, en fait, vous pouvez mettre votre propre photo et tester l'algo. Donc là, je vais vous montrer un peu le déroulé et derrière le code qu'on fait pour faire ça. Donc, sur la page du site, en fait, on peut uploader sa propre photo ou en choisir une qui vient d'Unsplash.
le bot, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher des photos d'Unsplash quand il va chercher des photos et qu'il les poste sur Instagram. En fait, c'est qu'il prend des photos d'Unsplash, il les balance dans le réseau de neurones et il les publie. Donc là, j'ai refait en fait exactement la chose que ce que fait le bot depuis le site. Et là, en fait, derrière, je vois la tête qui tourne. Et ben, ce qui se passe, c'est qu'en fait, du coup, il y a des fonctions qui sont déclenchées avec la création d'un nouveau blob qui est arrivé dans un container. Et du coup, ça a déclenché une fonction. Il y a eu un déclencheur via cette nouvelle image. Et du coup, il y a une fonction qui se déclenche et qui va exécuter le modèle de machine learning en Python pour transformer cette image-là. Voilà comment ça se passe. Et du coup, il va, quand la transformation sera finie, il va renvoyer un output vers signalaire qui, lui, signalaire, va renvoyer un message au site pour lui dire l'image est prête et il va nous l'afficher normalement. Si tout se passe bien et que ça ne bug pas. Et tu en penses quoi en termes de performance pure? Est-ce qu'on perd un petit peu en perf ou non? Alors, en fait, normalement, tu ne perds pas en perf. C'est-à-dire que tu peux perdre légèrement en perf parce qu'en fait, en plus de ton code, tu as l'autre fonction qui s'exécute. Quand tu es en mode serverless, le classique, tu as ce qu'on appelle le call start. Donc, quand ton application n'a pas été utilisée depuis longtemps, en fait, il est obligé de redémarrer un container et du coup, tu as un temps de démarrage qui peut être un peu plus long. Donc voilà, ça c'est pour le côté performance. Après, pour le côté scalabilité, l'avantage de faire ça, c'est qu'en fait, tu peux répondre à des milliers d'utilisateurs sans payer de serveur. Ça, c'est vachement bien, parce qu'en fait, tu n'as pas besoin de payer de serveur et en même temps, tu peux répondre à la charge. Tu peux répondre très fortement à la charge. Donc là, tu as le plus petit niveau de granularité pour le rapport qualité-prix. Et voilà, donc du côté perf, voilà, c'est un peu arbitré entre les deux. Et après, pour le côté perf, genre dans mes slides d'après, j'ai un peu un comparatif parce qu'il y a plusieurs modes d'hébergement de tes fonctions. D'accord. Et est-ce qu'on peut le combiner aussi à des mécanismes de cache ou de caching? Est-ce qu'on peut optimiser tout ça avec du JIT, avec du pré-compilo derrière, ou c'est vraiment du pur de fonderie et tu envoies ton code comme ça, functions, en brut de décoffrage? Alors, alors, comme je disais, comme c'est stateless, de base, quand tu fais du stateless, tu n'as pas forcément du cache derrière. C'est-à-dire que tu ne veux pas faire du cache en mémoire. Par contre, tu peux te brancher, si tu ne veux pas solliciter tout le temps ta base de données, tu peux utiliser des inputs et des outputs qui vont vers un cache, en fait, qui vont vers un cache Redis. Donc ça, c'est possible, c'est déjà prévu, c'est prévu dans l'infra Azure Function. Ok. Alors, est-ce que ton exemple, il s'est planté ou pas planté? Ben, je sais pas, écoute, pour l'instant, ça n'a pas l'air je vais faire comme tous les développeurs pour vérifier que ça ne s'est pas planté. Je vais regarder la console. Donc, a priori, dans ma console, j'ai pas d'erreur. Il me dit qu'elle est connectée. Bon. Attendez. Je peux découvrir ça si vous voulez. Je peux montrer, en fait, ça permet de faire un peu plus de démo. Je peux montrer, en fait, du coup, où mon image a été uploadée et voir peu ce qui se passe. Alors, ce qui se passe, c'est que mon site, il a uploadé une image dans un container blob qui va se retrouver dans. Ouais, je ne sais pas si c'est une petite RAM ou. Ça va me permettre de montrer d'autres trucs. Hop. Donc, de montrer juste ce que je disais, on peut faire donc,
dans les fonctions, on a une partie métrique et une partie surveillance. Donc là, du coup, je peux aller surveiller ce qui se passe dans mon... je ne suis pas allé regarder le bon. Je suis pas allé regarder le bon. Alors, une question de Jérôme, pendant Oui. que je recherche. Alors, je suis pas sûr de comprendre ma question, mais tu vas peut-être mieux comprendre que moi. Il marche à quelle vitesse? Est-ce que ça exploite toute ta connexion? Alors, en fait, non, parce que il est côté Azure, ton serverless, en fait, ou ta function. Côté Azure. Alors, tu vois, c'est que, en fait, ça a planté. C'est pour ça que, effectivement, j'ai eu un bug. Je ne sais pas d'où ça vient, parce que j'ai un modèle de machine learning derrière, et donc il y a un truc qui n'a pas aimé. Sans doute une erreur, un bug que j'ai créé il n'y a pas très longtemps, parce que voilà, ça arrive. Et donc, ça permet de voir en temps réel que ça a planté. Et du coup, j'ai un log directement dans le portail qui me dit où est l'erreur et où est mon code. Donc voilà. C'est une bonne démo, justement. Tu me disais, voilà. Est-ce que ça n'a pas planté? Comme ça, tu peux montrer ça a planté et pourquoi ça a planté. Voilà. Et donc, c'est sans doute la dernière. Il faudrait que je tape les doigts sur le développeur, c'est-à-dire moi. Non, là, ça ne marche pas non plus. Ok. Bien parti pour les démos. Ça introduit bien ton prochain sujet, c'est comment tu fais un debug de tout ça. Exactement. Voilà. Donc, je vais pouvoir. Alors, je peux montrer exactement. Je peux montrer comment on fait un debug de tout ça. C'est une très bonne remarque. Parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a des extensions Azure. Et en fait, je peux, avec le CLI, donc je disais tout à l'heure, voilà. Donc ça, c'est mon code. Ça, c'est le code qui est exécuté dans ce que j'ai montré tout à l'heure. Donc la fonction Azure qui se déclenche, je vous montrais comment ça marche, quand on fait une fonction Azure, elle est composée de deux choses. Elle est composée d'un fichier JSON, qui est en fait celui dans lequel on met les bindings. Et donc en l'occurrence, là, j'ai une queue j'ai un déclencheur qui va du queue. Donc quand il y a un nouveau message dans cette queue, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller récupérer le bon blob dans le bon dossier, et puis à la fin, quand le blob il est prêt, il va la réécrire dans un autre blob, et il va envoyer un message signalaire. Voilà comment ça se passe. Et après, j'ai une espèce de main. Donc là, c'est du Python. Et ce main Python va exécuter du code Python et va récupérer, donc ce que je disais tout à l'heure, directement ces bindings dans le code, dans l'entrée de la fonction, en fait. Donc, mon message de ma queue, il va être directement disponible dans ma variable MSG. Mon blob, il va être directement disponible sous forme de bytes, parce que j'ai mis la bonne config POPs comme ça. Et donc, du coup, j'ai directement mon image qui est disponible sous la bonne forme dans ma fonction, et sans que j'ai rien écrit de code pour accéder à ce blob. Donc, ça simplifie vraiment la plomberie à ce niveau-là. Et de la même façon, si je veux sortir un blob, donc sortir mon image de ma fonction, je vais juste avoir à écrire dans un objet que j'ai configuré, qui s'appelle outBlob. Et de la même façon, pour écrire un message signalaire, qui fait ça. Et après, pour débugger, c'est super facile. C'est comme on fait du debug classique dans VS Code. Une fois qu'on a bien configuré toutes les choses, on appuie sur Play. Et ça va exécuter le code et ça va s'arrêter dans le bon breakpoint pour s'exécuter. Donc là, mon code, je vais l'exécuter en local, parce qu'en fait, j'ai exactement le même code côté cloud et code sur ma machine. Du coup, suffit que je refasse la même chose, le même comportement pour débugger mon code.
Voilà. Et dans, je disais tout à l'heure, dans le CLI, et ben en fait, il y a, voilà, il y a moyen, par exemple, de récupérer exactement les mêmes paramètres que j'ai dans le cloud sur ma machine. Ça, il y a tout simplement une commande de CLI. Et dans l'occurrence, bah, là, c'est function app, fetch app settings, avec le nom de mon service. De mon, et il va récupérer directement les applis, les settings qui sont dans le cloud sur ma machine en local. Et puis, du coup, comme j'ai le même code qui tourne sur ma machine et qui tourne dans le cloud, euh, bah, c'est comme ça que je débug. Et après, tu m'as posé une question sur Git tout à l'heure en me demandant comment ça se passait du point de vue Git, c'est ça? Moi, pas spécialement, mais tu peux répondre. Faut y aller, bah, comment ça se passe après quand tu veux le cycle de vie le cycle de vie de ton Hmm. de ton code, et ben en fait, il y a là en l'occurrence, mes fonctions, elles sont gérées par Azure DevOps. Et donc du coup, en fait, il y a un YAML dans Azure DevOps qui fait que il va builder ma fonction et la poster et la pusher sur Azure. Donc en fait, j'ai juste à pousser, si je fais des modifs, j'ai juste à pousser mon code avec un git push et ça va être mis à jour directement dans Azure. Donc voilà, petit rappel le petit rappel, l'intro à Azure Function en général. Alors, tu disais à un moment donné que donc ça passe par des conteneurs, que ces conteneurs tournent de la même manière sur du Penguin, donc du Linux et du Windows. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, ouais, alors en fait, il y a effectivement, en fait quand on fait un projet Azure Function, on a moyen de générer en fait un Dockerfile. C'est directement dans le clic que je montrais tout à l'heure. Il y a moyen de générer un Dockerfile et ce Dockerfile va être configurable et du coup, on peut, si on veut l'exécuter sous forme de container, c'est-à-dire que soit la complexité du container est cachée, c'est-à-dire qu'on utilise juste le CLI Azure et du coup, c'est pas nous qui gérons le container, c'est tout le framework qui gère en fait. Et du coup, c'est Azure qui s'occupe de gérer ce container-là et de le démarrer comme il va bien. Et après, comme j'ai montré rapidement tout à l'heure, la création d'un projet, fonction, en fait, c'est quand dans Azure, on crée la fonction, on choisit en fait, si c'est du Linux ou si c'est pas du Linux. C'est-à-dire que je choisis, non, en fait, on choisit même plus. Et avant, on pouvait choisir, ouais. En fait, maintenant, c'est carrément tout est caché. Toute la partie Windows ou Linux est complètement cachée par la plateforme. C'est fini, en fait. Donc voilà, et du coup, est-ce que je réponds à ta question ou est-ce que j'ai répondu à côté de ta question? C'est ce que je me Non, c'est bon. En fait, dans ton exemple là, bon, qui est Ouais. un petit peu planté, mais c'est pas grave. Non. Donc en fait, tu combines quoi? Que du function entre elles, où tu as des fonctions, donc en serverless, et du code, entre guillemets, classique. Alors, c'est exactement ça. C'est une très bonne question parce que justement, ça te permet de. Non, en fait, j'ai du code fonction, mais en fait, non, j'utilise un projet Git, un projet de machine learning dont j'ai fait travailler un modèle. Et donc, en fait, là, je fais travailler les deux codes. En fait, je fais travailler du code fonction que j'ai écrit en Python, donc c'est juste mon main là que j'ai écrit. Et en fait, ce code, il fait appel à une lib en fait, enfin un projet entier de machine learning qui est inclus que j'ai inclus dans le Docker, enfin dans le container.
Donc en fait, non, tu peux très bien combiner tout ce que tu veux. Tu peux combiner n'importe quel code existant avec du code fonction. Donc ça, c'est assez pratique et ça te permet d'intégrer un peu tout ce que tu veux. Après, il peut y avoir quelques subtilités sur l'import. Donc quand tu importes un projet fonction en Python, là je parle de Python, mais c'est un peu, il y a des subtilités dans chaque langage. L'import peut y avoir des subtilités dans l'import parce que le hôte fonction pour Python, il va créer un environnement Python avec avec le fichier pip, le fichier requirement que tu lui as donné à la base. Dans d'autres langages, que ce soit du JavaScript ou du C# ou autre, ça va être la même chose. Donc ça, c'est le modèle Azure Function, le modèle serverless en général. Tu peux écrire du code serverless, tu peux faire appel à du code existant. Et après, voilà, il peut y avoir des subtilités quand tu fais t'importes des choses. Donc, il peut y avoir des petits trucs, des petits tips and tricks sur ce que tu veux faire. Ok, merci. Alors, je vais continuer du coup les slides. Si on est bon, pour la démo, je m'excuse, hein, ce sera pour une prochaine. C'est ça de faire des mises à jour le soir à 23h pour corriger un bug. Alors, donc j'ai dit tout à l'heure que de base, les fonctions, c'était stateless. Et du coup, on va poser la question, qu'est-ce qu'on pouvait faire comme appli? Et en fait, Microsoft, ils ont sorti un framework qui s'appelle, une extension à Azure Functions qui s'appelle les durables fonctions, et qui en fait ramène c'est un framework qui ramène un certain nombre de patterns stateful et qui permettent d'exécuter du coup n'importe quelle application de type stateful qui rentre dans les patterns qu'ils ont sortis. Et du coup, ça apporte une extension de plus dans Azure Functions et ça permet de faire des choses encore plus puissantes. Donc voilà, pour l'instant, les patterns qu'il y a dans les durables fonctions, c'est ces 5 patterns-là. Donc il y a le chaînage de fonctions, il y a le fan out, fan in, il y a l'API HTTP A5, il y a la surveillance, il y a l'interaction humaine et il y a l'agrégateur. Donc là, je l'ai mis les 6 diagrammes de ces patterns. Alors après, faut que je regarde l'heure. Ouais. Parce que on est déjà bien avancé, donc je vais pas rentrer dans le détail des stateful patterns, mais voilà, il faut savoir qu'il y a, en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc du coup, avec les durables fonctions, on n'est pas limité au mode stateless. On peut écrire du coup n'importe quelle, enfin quasiment toutes les applications, types d'applications, on peut les écrire avec les durables fonctions dans ce cas-là. Et en fait, ce qui se passe quand on utilise les durables fonctions, c'est qu'en fait, on spécialise des fonctions. Du coup, on a une fonction, il y a une ou plusieurs fonctions d'orchestrateur qui va se déclencher. Et ces fonctions d'orchestrateur vont déclencher d'autres fonctions. Donc, il y a 4 types de fonctions spécialisées dans les fonctions durables. Il y a les fonctions d'orchestrateur, il y a les fonctions d'activité, il y a la fonction d'entité et il y a les fonctions clientes. Voilà, et ça va se présenter de la même façon que quand on fait du code C# en fonction, c'est-à-dire que ça va être un attribut qu'on va mettre, donc un type de trigger spécial pour la fonction d'orchestrateur, type de trigger spécial pour la fonction d'activité, etc. Et en fait, c'est une couche de plus sur le framework Azure Functions qui permet de faire ça. Et est-ce que tu as une limite de nombre de fonctions dans ton code? Parce que plus tu rajoutes de choses, je prends l'exemple des conteneurs, Alors, tu es obligé d'avoir effectivement une tour de contrôle, donc effectivement un orchestrateur, pour gérer un petit peu tout ça. Est-ce que c'est la même chose avec des functions? Ouais, alors du coup, c'est la même chose avec les fonctions. Tu n'as pas de limite dans le nombre de fonctions que tu peux mettre dans un projet de fonction, dans un container. Mais après, c'est plus dans ton projet, c'est plus quand tu fais ton archi, j'allais dire que ta limite, tu vas être la même toi-même. Et après, tu n'as pas de
limite, mais en fait, c'est plus propre de te faire… parce qu'en fait, tu n'as pas de limite non plus dans le nombre de projets que tu fais dans tes… le nombre de containers que tu peux démarrer, c'est-à-dire que ça te coûte le même prix. Vu que tu es facturé à la fonction, tu as plus intérêt à découper tes trucs en plusieurs projets plutôt que de tout mettre dans le même. Parce que c'est plus facile à gérer comme ça, quoi. Et donc, du coup, comment ça s'héberge Donc, moi, je vous ai parlé jusqu'ici du mode classique, mode serverless. Où en gros, t'es facturé à la fonction et c'est tout. Pour régler les problèmes de perf qu'on a dit tout à l'heure, où il y avait en gros, c'est cool, mais t'as une limite sur t'as limite sur la RAM, t'as une limite sur le fait que t'as limite à 10 minutes de ton code, c'est-à-dire que tu peux pas faire une fonction qui s'exécute plus de 10 minutes, sinon il y a un timeout automatique de la plateforme. Et quand tu démarres une fonction et que tu n'as pas démarré de fonction depuis longtemps, tu as le call start. Il y a Azure qui a sorti un mode qui s'appelle le Premium Mode. Et ce Premium Mode, tu le payes en fait plus cher. Et dedans, ça règle tous ces problèmes-là. Tu as des trucs qui sont préchauffés. Et donc, du coup, tu n'as jamais de call start. Tu as toujours ton code qui tourne. Derrière, tu peux choisir des gros plans avec plein de RAM, donc tu n'as plus de problème de RAM. Et tu restes dans un mode serverless. C'est-à-dire que c'est vraiment exécuté à la fonction. Ok. Alors, il y a Florence qui pose une question. Quelle est la différence exactement entre une Azure DevOps et une Durable Functions Qu'est-ce qu'une Durable Function apporte? Alors, deux questions en une. Deux questions en une. Donc, du coup, la première question, c'est… je vais essayer de… Quelle est la différence entre Azure DevOps et la fonction durable? Alors, pardon. Et l'Azure Function, pardon. Entre l'Azure Function classique et la durable fonction, c'est ça la question. Ouais. En fait, la fonction de base, en fait, durable fonction, c'est une extension à Azure Function. C'est-à-dire que ça va exécuter des fonctions classiques, en rajoutant des patterns dessus il y a ça simplifie certains patterns pour faire des stateful fonctions, donc des fonctions, des applications avec un état. Parce que je disais de base, en fait, Azure Function, c'est stateless, donc c'est sans état. Et quand on peut pas gérer, quand on peut pas transformer son appli et faire une appli sans état, on peut utiliser des patterns avec des applications stateful. Et en fait, c'est ça qu'apporte Durable Function. Ça permet de faire du stateful avec du serverless, qui est de base, en fait, est pas fait pour être stateful. D'accord. Et donc, en fait, les Durable Functions, c'est que pour faire du stateful et pas du stateless. Ouais, c'est ça, voilà. C'est-à-dire que si on fait du stateless, il n'y a pas besoin d'utiliser Durable Function. En fait. D'accord. Ok, merci. Écoute, j'espère qu'on a répondu à la question de Florence. Et c'était quoi la deuxième question? Donc, la différence entre un Azure Function et une Durable Function, et qu'est-ce qu'apporte une Durable Function? Du coup, j'ai répondu. Voilà. Voilà, et voilà. Donc, du coup, en fait, des Durable Function, c'est juste une couche par-dessus qui s'exécute en fait qui s'exécute dans le même mode en fait. Ça change pas ça change pas toute l'architecture de base des fonctions, c'est juste c'est un rajout. Et donc, je disais, voilà, donc le côté hébergement, donc serverless mode, le premier mode, comme c'est des containers et que c'est géré par la plateforme, en fait, on peut aussi prendre le container de ces fonctions et le mettre dans son propre app service, et c'est app service qui va gérer le container, qui va gérer la scalabilité de ce truc-là. Donc ça peut être utile si, par exemple, ce qu'il disait, on a besoin de plus de RAM, il y a des choses on est obligé de spécialiser son container parce qu'on a des composants qu'on peut pas filer directement à la plateforme. Genre, par exemple, tu veux faire du C++ ou tu veux utiliser des trucs en C++, tu vas faire ton propre container et tu vas mettre ces choses dans App Service qui peut gérer ton appli. Donc ça, c'est dans Azure App Service en général.
Après, il y a encore des choses qui sont sorties là-dessus. Ils ont sorti une extension pour Azure IoT Edge. Donc, en fait, on peut même prendre ces Azure Functions, faire des triggers spéciaux à IoT Edge et du coup, prendre ces fonctions et les exécuter dans des petits IoT. Ça, c'est possible. Ils ont sorti, donc, ça va être mon sujet. Je disais, c'est des containers Docker. En fait, on peut utiliser aussi, prendre ces fonctions et les exécuter dans AKS, dans Azure Kubernetes Service. Et il y a un module qui s'appelle KEDA, qui permet de faire la scalabilité d'AKS en fonction pour ces fonctions. Voilà. Et après, hors d'Azure, ce sera ma conclusion tout à l'heure, mais voilà, les choix d'hébergement en fait sont assez larges, c'est-à-dire qu'on peut soit faire son code en mode fonction de base, rester en mode serverless, mais on a plein d'options possibles pour l'hébergement. Et même le faire comme c'est des containers Docker, on peut même utiliser AKS et du coup Kubernetes dans Azure. Voilà. Après, juste un petit point pour finir dans le côté Azure, des choses qui sont pratiques à utiliser avec les fonctions. Il y a quelque chose qui est sorti il n'y a pas très longtemps dans Azure qui s'appelle les Azure Static Web Apps, qui permet en fait de faire des applis web, donc du coup avec un contenu, du JavaScript, par exemple avec du contenu client statique et qui utilise des fonctions. Et en fait, c'est une solution tout intégrée qui est sortie. C'est-à-dire que utiliser un app service, on a un Azure Static Web Apps. Et dedans, en fait, dans un dossier, on met son code JavaScript. Dans un autre dossier, on met ses fonctions. On file ça à GitHub et GitHub fait le boulot tout seul. C'est-à-dire qu'il va tout seul, on a juste à faire son push à GitHub et GitHub va faire le build et publier automatiquement ces modifs dans une Azure Static Web. Donc ça, c'est une solution tout intégrée qui permet de le faire assez facilement et assez rapidement et pas cher, du coup, des applis web avec des Azure Functions. Avec un côté front et un côté back, très simplement. Alors ça, c'est la question bête, hein, parce que là, je suis le grand naïf ce soir. Oui. Et c'est vraiment utile, en fait. Pour faire un site web, c'est... Alors, dans le sens, c'est vraiment utile. Qu'est-ce que tu... Alors... en fait, si tu es web, voilà, donc tu es censé maîtriser ta stack quand même à la base. Alors, je sais pas, est-ce que c'est plus souple, est-ce que c'est plus pratique, est-ce que c'est plus rapide? Qu'est-ce que ça t'apporte si tu es un dev web, en fait? Alors, c'est plus rapide parce que, en fait, tu n'héberges que des pages statiques. Donc, c'est derrière un hébergement plus rapide parce que, en fait, tu peux mettre ça sur un CDN si tu veux. Enfin, et ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher parce qu'en fait, en réalité, tu payes. Là, on est vraiment en mode super serverless parce qu'en fait, tu payes pas de serveur d'exécution. Tu payes de l'exécution juste à la fonction, quoi. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est pratique. Et après, le côté Azure, ce que t'apporte Azure Static Web Apps, c'est qu'en fait, ça, tu peux le faire sans avoir Azure Static Web Apps, ce que je disais. Ce que t'apporte Azure Static Web Apps, c'est juste le truc tout intégré, quoi. Parce que, en fait, t'as toute la solution intégrée, t'as le CI et t'as le développement et t'as l'hébergement, ou t'as tout, et t'as Azure qui te fait tout, quoi. Donc ça, c'est le côté pratique. Et avec l'intégration et GitHub. Ok. Merci. Après, il y a Azure Container Instance, qui est une solution dans Azure qui permet de démarrer des containers très rapidement. Et du coup, tu peux mettre tes Azure fonctions dans des containers instances ou tu peux démarrer des containers instances depuis tes fonctions. Donc ça, c'est le petit truc serverless aussi qui va avec. Et puis, tu as les Logic Apps que tu peux, où il y a des ponts entre Logic Apps et Azure Functions. Tu peux démarrer des Azure Functions depuis Logic Apps et inversement. Logic Apps, c'est le truc un peu no-code pour faire des workflows sans code dans Azure. Donc voilà, là j'ai fait le tour en gros du côté serverless rapide d'Azure. Ok. Alors, oui, écoute, fini, hein, vas-y. Mais je suis trop bavard parce que je savais. Écoute, on a encore 19 minutes, donc vas-y. Ça marche. Je vais finir voilà, et garder un peu de temps. Donc, au début, je vous ai parlé de Dapper aussi.
Et donc, j'ai fait mon intro serverless d'abord sur Azure Functions avant de partir de Dapper. Azure Functions, c'est en prod, ça marche, et c'est testé et prouvé. Dapper, c'est une solution que a sortie Microsoft, donc ça s'appelle Distributed Application Runtime, et l'idée de Dapper, c'est d'avoir un runtime qui est portable, qui est du coup event-driven, et qui permet de faire des applications distribuées pour le cloud et pour Edge, donc dans les IoT. Et Dapper, c'est pas lié à Azure, c'est-à-dire que c'est un projet open source qui est fait pour faire du cloud native, et qui est fait pour faire du Kubernetes, et qui n'a aucun lien en fait avec, par le fait que c'est Microsoft qui est le lead, qui n'a aucun lien avec Azure. Donc, l'objectif de Dapper, en fait, c'est un peu les mêmes objectifs que je disais au début, sauf que c'est l'idée, c'est d'avoir des building blocks que tu puisses utiliser dans n'importe quel langage ou n'importe quel framework. C'est full open source et que c'est community driven, et que ça respecte les standards et que c'est consistant, que c'est portable. Et puis que ce soit plateforme agnostique, c'est-à-dire que ce soit pas du tout lié à Azure, que ce soit vraiment pour n'importe quel cloud. Et enfin, l'idée, c'est d'avoir un truc qui est complètement extensible et qui avec qui a un système de composants, quoi. Donc, le type d'application qu'on fait avec Dapper, c'est un peu le même genre de type qu'on peut faire avec du serverless. L'idée, c'est de pouvoir faire des microservices qui sont scalables, qui sont résilients et qui peuvent interagir avec d'autres services. Et avoir le même genre de choses, stateless, que tu puisses faire du stateless, du stateful, des applis qui sont avec des exécutions longues ou des exécutions courtes dans le type des fonctions. Et puis, voilà, c'est fait pour être polyglotte, donc marcher dans tous les langages et tous les frameworks. Donc, comment ça marche Dapper? Donc, Dapper, en gros, c'est basé sur gRPC et HTTP. Et ça utilise le même principe que le serverless, donc qu'Azure Functions, c'est-à-dire qu'il y a des bindings et des triggers, et ça ajoute d'autres choses en plus. Mais sauf que l'idée de Dapper, contrairement, de façon différente de fonctionner d'Azure Functions. Azure Functions, on a tout qui marche dans un container. Le Dapper, c'est fait pour être complètement open. Et en fait, du coup, Dapper, c'est un container qui va tourner sous forme d'un sidecar, en fait, qui va tourner à côté de ton container de code et avec lequel tu communiques par HTTP et par gRPC. Et du coup, ils ont fait des SDK qui marchent dans tous les langages. Donc, tu peux écrire des microservices. Tu peux intégrer Dapper dans ton code, dans un code qui n'est pas du tout lié à Azure Functions, si tu veux, ou qui est juste ton microservice. Et tu peux faire, du coup, ton code dans n'importe quel langage, utiliser du code dans n'importe quel langage. Et donc, ça va encore plus loin que ce qu'on fait avec Azure Functions. Donc là, c'est encore plus ouvert parce qu'en fait, tu peux très bien intégrer très facilement Dapper dans un projet C++, un truc Java, sans te prendre la tête à comment ça tourne derrière, en fait. Et ça, tu le déploies où? Alors, justement, c'est la slide d'après, voilà. Donc là, je disais, dans l'application Sidecar, donc en local, sur ta machine, ça peut tourner de façon locale. Il y a, comme je l'ai montré tout à l'heure pour Azure Functions, il y a un CLI que tu installes sur ta machine qui va t'installer Dapper et qui va t'exécuter Dapper et qui va te permettre dans le local de développer et du coup qui va démarrer le sidecar Dapper et qui va communiquer avec tes bindings et tes triggers et tes state store, voilà, et ça te permet de faire des scénarios au cloud un peu poussés, donc de la même façon que je disais tout à l'heure avec Azure des blobs, sauf qu'en fait là c'est ouvert à tout, c'est-à-dire que l'idée c'est que tu puisses faire des bindings à tout, c'est-à-dire que ce ne soit pas limité à des trucs mais Azure, Microsoft. Donc là tu peux faire des mêmes bindings que tu fais avec Functions, mais tu peux les faire aussi avec des trucs qui sont
pas du tout lié, donc avec du Kafka, avec des trucs AWS, avec des trucs GCP, avec n'importe quoi. Et donc, ça te permet du coup de faire de l'event-driven avec n'importe quoi. Et en même temps, d'utiliser des, euh, des, euh, des state stored qui sont pas Microsoft. Donc, tu peux faire du Cosmos DB, mais tu peux faire aussi du DynamoDB, des trucs GCP, etc. Et utiliser des scénarios PubSub pour faire d'autres choses. Et du coup, tu l'exécutes. Tu me posais la question où tu l'héberges. En fait, tu l'héberges n'importe où. Donc, tu peux le faire tourner dans Azure. Alors, pour l'instant, c'est de la preview d'Apple. C'est pas encore utilisable en prod. Mais voilà, donc tu peux utiliser avec Azure, tu peux utiliser avec AWS. Sur le site de Dapper, il y a tout ce qu'il faut pour le faire tourner sur AWS, sur GCP, sur Alibaba. Ça marchera très bien chez OVH, à mon avis, de la même façon. Parce qu'en fait, c'est fait pour être hébergé dans un Kubernetes, en fait. Et donc, voilà, c'est pour ça que je dis que c'est cloud native vraiment de base. C'est qu'ils ont fait tout ce qu'il faut pour l'héberger dans un Kubernetes. Et en fait, du coup, c'est je disais le sidecar d'Apple, en fait, il s'exécute dans Kubernetes. Et voilà comment ça se passe quand tu l'exécutes. Et donc, en théorie, ça aura le même principe, le même fonctionnement, quelle que soit ta sous-couche que tu auras en dessous, quoi. C'est ça l'idée, ouais. Et en fait, comme en fait, c'est pas l'avantage, c'est que comme ça marche comme un sidecar, c'est-à-dire que c'est un container qui tourne à côté du tien, tu communiques par une API, et en fait, tu peux utiliser n'importe quel code derrière, n'importe quel langage pour utiliser ça. Et après, ça t'apporte les avantages que je disais avec le serverless. Ça te refait la même chose, des bindings, les state stores, la partie des logs et des méthodes qui est assez facile. Ça t'apporte tout ça. Donc ça, c'est un truc assez cool, ouais. Donc moi j'avais fait les premières présentations dessus sur Dapper dans les premières previews l'année dernière. Donc c'est vraiment c'était des trucs tout frais l'année dernière. Maintenant ça commence, on devrait arriver vers une release là en fin d'année, je pense. Une première release en fin d'année de Dapper. D'accord. Et c'est qui a pris le lead de ce projet-là? C'est Microsoft. Ça c'est un projet l'idée par Microsoft depuis le début. Donc ouais, c'est vraiment un truc l'idée par Microsoft. Mais par contre, l'idée par Microsoft en mode communauté. Donc c'est d'ailleurs, je crois que dans la version prod, en fait, l'idée c'est que ce soit vraiment en mode open source, que ce soit pas Microsoft qui continue à l'idée, quoi. C'est que Microsoft en fasse partie. Microsoft va pas abandonner le truc, mais voilà, que ce soit vraiment un projet entièrement vraiment open source, quoi, en mode Kubernetes, en mode open source pour de vrai. Ok, merci. Alors, il est moins 10. Je vous propose de prendre quelques minutes pour des questions, sauf si tu as encore quelques trucs. La petite conclusion entre les deux, entre Dapper et Azure Function. Ouais, parce qu'en fait, j'ai parlé d'Azure Function, j'ai parlé de Dapper, et ils ont sorti, en fait, il y a une extension qui est sortie pour Dapper, enfin pour Azure Function, qui permet d'utiliser, je vous ai montré tout à l'heure Azure Function, et qui permet du coup de brancher les deux, c'est-à-dire d'utiliser des triggers et des bindings Dapper dans ces Azure Functions. Et en fait, ça va permettre, parce que ma conclusion, c'est de dire, est-ce qu'on peut faire des Azure Functions complètement sans Azure? En fait, avec Dapper, c'est possible, parce que quand on faisait des Azure Functions, je disais, on peut les exécuter dans AKS, par exemple, mais en fait, quand on utilise des bindings des Azure Functions, c'était souvent des bindings qui étaient liés à Azure. Et en fait, du coup, Dapper, ça apporte des bindings, n'importe quel binding, et du coup, en fait, on peut exécuter son code Azure Function comme ça dans Kubernetes, comme de toute façon, c'est un container, de la même façon. Et du coup, on peut faire utiliser Keda, que je disais tout à l'heure, Keda qui permet de faire monter ces containers dans un Kubernetes sur la base d'événements et d'événements qui sont pas liés, qui sont pas que liés à Microsoft ou à Azure.
Et du coup, on peut faire des Azure Functions sans Azure, normalement, dans le futur, totalement sans Azure, avec Dapper et avec Keda. Ok, très bien. Non, ça c'est super intéressant. Alors je pense que dans Programmer, on y reviendra très très prochainement parce que je pense que ça mérite vraiment qu'on fasse Oui. un bon gros dossier qui envoie du bon gros steak bien grillé. Donc là, je pense que Hein, ouais, je pense aussi, hein, à ce niveau-là. Alors, une question, Antoine. Dapper est-il l'avenir du serverless pour toi? Alors, Dapper est-il l'avenir de serverless? Eh ben, c'est possible, ouais. Alors, c'est un avenir du serverless. Je pense que c'est une façon de faire qui, ouais, je pense que je pense que pour l'instant, en fait, Dapper, c'est pas, c'est pas forcément pour tout le monde parce qu'il y a des gens qui vont préférer faire des trucs faciles, dire facile entre guillemets avec Azure Functions. Le Dapper, pour l'instant, c'est tout frais. Mais dans l'avenir, ouais, je pense que ça va être, ouais, je pense que ça va probablement être l'avenir du serverless dans l'esprit Microsoft. Alors, j'ai vu que tu avais une slide de teasing avec un Ouais, cluster en Pi. Hein. voilà, Et pas rapide de la fin nous teaser avec ça, toi. Hein. la fin de mon conf, l'idée, c'était d'ouvrir sur. Voilà, si on avait fait un vrai meet-up IRL, j'aurais montré ça. Voilà, mais du coup, je le fais teasing pour le prochain. Pour la prochaine fois qu'on fera un vrai meet-up in real life, ce sera de faire tourner des Azure Functions avec Dapper dans un cluster de Raspberry Pi, avec un mini cube dans un cluster de Raspberry Pi. Voilà, donc ça, c'est pour le futur. J'espère qu'on aura ça. J'espère qu'on refera un jour, pas trop lointain, pas trop lointain, des vrais meet-up. Et du coup, on va tous voir ça et jouer avec un cluster de Raspberry Pi. Ok, ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allez, on a encore quelques minutes et après, on vous libère. Ah, je vois que tu as même prévu. Les quelques liens, voilà. Donc pour Ouais, finir, ouais. functions.azure.com, voilà. Keda, que je disais tout à l'heure, c'est keda.sh, et puis dapper.io. Et comme c'est un projet communautaire, c'est en gros, vous pouvez aller vous-même tester, faire des pull requests, et puis ouais, quoi. Voilà. Donc, effectivement, on ne le rappellera jamais assez, évidemment. Serverless, stateless, stateful, Dapper. Vous n'oubliez pas de faire du read funking manual. Hein. La Exactement. documentation, c'est plus qu'indispensable dans ce domaine-là. Donc surtout, vous n'oubliez pas la doc et vous lisez la doc. Ouais, ça c'est clair. Donc là, C'est toujours un petit plus à la base. un peu de... Alors, faut pas perdre espoir, on retrouvera les vrais meet-up. Oui, effectivement, ça on l'espère tous, Jérôme. Hein. Dans quelques mois, on croise les doigts. Absolument. Voilà, et du coup, après, pour ma conclusion, j'ai juste à dire, contactez-moi pour la suite. Hein, Ouais. donc, il y a les mails, le Twitter, GitHub. J'ai bientôt créé un compte GitHub sponsor, comme ça vous pourrez me payer des bières à distance si jamais le meetup ne reviennent pas rapidement. Et puis voilà, si vous voulez faire des apps event-driven serverless, appelez-moi, contactez-moi pour du conseil, pour faire des apps, pour bosser. Donc voilà, et puis après, je suis ouvert à toutes les questions et réponses maintenant. C'est ça qu'on a répondu. Alors, Sébastien nous dit, les vrais meet-up sont aussi en visio. Oui, oui, effectivement, on peut aussi faire de vrais bons meet-up, effectivement, en visio. Oui, c'est vrai qu'on peut faire aussi des meet-up visio. On pourrait faire ça, un apéro Zoom, un apéro virtuel. On pourrait faire ça, un meet-up apéro virtuel. Alors, je vois qu'il y a Antonin qui te demande si tu as un terrarium derrière toi. Alors, effectivement, c'est une bonne question. C'est pas un terrarium, en fait, c'est mon projet de confinement. J'ai fait une ferme hydroponique avec des tomates sur mon balcon, en fait. Donc c'est ça le terrarium qu'on voit. En fait, c'est pas un terrarium. En fait, c'est une ferme hydroponique. Ah ouais. Donc ça revient à faire un peu un terrarium, sauf qu'en fait, j'ai pas de bestioles. J'ai juste des plants de tomates et du basilic.
Alors moi j'ai des bestioles aussi, mais c'est pas les mêmes, hein. Alors vais vous montrer quand même parce que on n'est pas chien à programmer. Voilà, donc ça c'est quelques exemples de vieilles bonnes machines, hein. Donc sur la colonne là, un petit peu sombre, c'est des goupilles portables, Goupil Club, Goupil Golf. On a même un Amstrad portable PC de 1987, tout là-haut. Et si on voit, effectivement, on voit un boîtier tout blanc là. C'est le premier IBM PC, le 5150 de 81. PC XT évidemment, avec le PC-DOS 1.0 de Microsoft installé dessus. Voilà, donc ça c'est la petite anecdote. Allez, on a encore le temps pour une ou deux questions, donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Voilà, je suis. Sinon, Émeric a été superbement clair. Merci. Bon, apparemment, tu as été très très clair. C'est pas évident pour un truc, pour un sujet qui est compliqué comme ça en fait. Voilà. Alors, est-ce que je répare des Mac? Oui, ça m'arrive, mais pas tous les Absolument. modèles parce que c'est un petit peu compliqué. Alors, j'imagine les tomates bardées de capteurs avec les data sur Azure via des Azure Functions. Absolument. Alors derrière, je vais vous mettre le lien. En fait, vous pouvez voir directement la vie de mes tomates sur Internet si ça vous amuse. Voilà. Vous pouvez voir les données du terrarium. Voilà, je vous mets le lien. Hop. Voilà. Là, vous allez là-dessus. Vous allez là-dessus et vous voyez mes tomates en direct. Impeccable. Donc voilà, c'est. Voilà, vous pouvez. Ça prend des photos. Il y a un Raspberry Pi. Enfin, en fait, c'est un Raspberry Pi qui est branché sur Azure Multi-Hub et qui envoie des données et qui prend des photos régulièrement. Donc voilà. Les capteurs, ils sont pas tous super de qualité, donc en fait, il y en a qui sont un peu merdiques. Donc ils donnent des données qui sont un peu bidons, mais voilà. Voilà. Et puis bon, voilà, là on voit surtout la lumière sur la photo, mais voilà, la journée, parce que du coup, comme il fait nuit, là, on voit pas grand-chose. Mais voilà, ça prend des photos régulièrement. Donc voilà, effectivement, c'était mon projet rigolo de confinement. J'ai fait une ferme hydroponique. Je sais pas, ce sera dans un futur article ou dans un futur meet-up, j'en parlerai. C'est pas bête. C'est pas bête. Je retiens. Allez, il est 20h moins une. Une ultime question avant qu'on clôture ce meet-up. Donc, si vous avez une question, c'est le moment. Sinon, c'est tant pis pour vous. Oui. Le Raspberry Pi 2 est-il compatible avec un Full HD 46? Alors, Pourquoi pas? mais je pense que tu vas avoir une sacrée saccade quand même. Hein. Ouais, ça peut faire. Là, à mon avis, tu fais plutôt un Pi 4. Hein. Ouais, plutôt un Pi 4. Le Pi 2, moi j'ai fait du Full HD avec, mais du 4K, je suis pas sûr que ça marche. Ouais. Le Full HD, ça marche. Ça rame un peu sur le Full HD, mais ça marche. Ouais. Mais sur du 4K, je sais pas trop ce que ça donne. Oui, sinon, tu prends une carte un petit peu plus véloce quand même que le Pi 2. Tu peux regarder aux alentours de l'Android, hein, qui est une carte effectivement extrêmement véloce. Hein. Bon, ouais. Après, il y a pas mal de trucs sympas. Ouais, tout à fait. Et ben voilà, écoutez, on clôture le meet-up pour ce soir. Donc, merci encore de nous avoir suivis. On vous rappelle la DEFCON le 19 novembre prochain à partir de 13h30, donc sur la même plateforme. Donc on va parler .NET 5, .NET 5, Azure, Windows, avec plus de 10 sessions et 6 heures de conf à suivre au niveau 100, 200 et 300. Écoutez, un grand merci à vous tous. Merci à Émeric pour ta presse. Merci à tout le monde. Et la vidéo sera disponible sur Programmer et la chaîne YouTube de Programmer dans les prochains jours. Merci à toutes et à tous et excellente soirée à tout le monde. Salut. Je vois des pics.